dans une lecture de Marx, adaptée et sur des contemporains, une lecture des phénomènes et des pièges de la société contemporaine. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple cette question du sujet automate, le capital sujet automate, qui produit lui-même ses propres divisions. Et donc, c'est une illusion de croire, en se situant sur un plan des divisions, qu'on combat le capitalisme. En vérité, on est un acteur intérieur. Je prends d'autres exemples. Qu'est-ce qui est demandé par les syndicats? C'est une meilleure répartition. Ce n'est pas une contestation même du mécanisme de production de la valeur, qui va nécessairement en s'accroissant, qui va, ou du moins, qui va nécessairement en faisant en sorte que le travail produise plus. La productivité, la compétitivité, c'est les notions qui sont centrales aujourd'hui. Et donc ça, c'est le même système qu'avant. C'est le système qu'avant de la valeur. Alors vous avez parlé de deux Marx, un Marx exotérique et un Marx ésotérique. Vous avez dit, contrairement à ce qu'on autant affirmé ici, que ce n'était pas une rupture à l'intérieur de Marx lui-même. Le problème est le suivant, et d'ailleurs vous l'avez souligné vous-même, c'est que dans le Marx exotérique, sur le Marx de la lutte des classes, bon, à la fois Poston et Kurtz montrent qu'en vérité, cette lutte elle existe, mais ça n'est pas l'élément central, ça n'est pas l'élément fondamental, qu'elle est en quelque sorte produite par le sujet automate, et que c'est pas de là qu'on va se trouver. Mais néanmoins, la lutte des classes chez Marx, c'est ce qui ouvrait l'horizon d'une sortie de la société capitaliste, d'une sortie du monde de la valeur, pas de la valeur en général, de la valeur abstraite, du travail abstrait, hein, c'est-à-dire de la valeur fétichisée. Et donc ça ouvrait l'horizon d'un autre possible, d'un dépassement de la théorie capitaliste. Le problème, et d'ailleurs c'est la question que j'ai posée la dernière fois que j'ai vu Poston, je me dis bon, c'est très bien, d'accord. Et d'ailleurs je adhère en grande partie à cette analyse du pouvoir anonyme du capitalisme. J'avais fait même un truc, pas du tout en pensant à ça, qui s'appelle le maître anonyme. Le capitalisme, c'est le maître anonyme, on ne le voit pas, c'est pas une personne, c'est pas une classe, tout le monde est engagé dans ce système. D'ailleurs, comme Lukács dit, on va croire que la réunification de la construction de classe, ça concerne les prolétaires, ça concerne aussi les bourgeois. Donc c'est un système duquel aucun d'entre nous ne peut s'abstraire, qui est magique, qui nous oblige à aller de plus en plus vite, et bien que, allant de plus en plus vite et produisant de plus en plus, la valeur diminue. D'où ces analyses très intéressantes soulignées par l'ancien Jacques sur le rôle de la financiarisation. Comme sauvetage du capitalisme, il y a un ouvrage paru récemment, je me souviens du nom de son auteur, mais le titre Le temps acheté, qui d'une certaine manière correspond à cela également, pour montrer comment l'État a, pendant toute la dernière période, gagné du temps. Il a payé pour gagner du temps sur la crise fondamentale qui est tombée sur la tête. Donc, alors la question est comment on en sort? Comment on en sort? Comment on sort du sujet automate? Et Poston a été très inquiet devant cette question simple, comment on en sort? C'est ça la question principale. C'est comment on sort de ce système automate? Comment on sort de ce sujet? Bon, enfin, maintenant, personnellement, je dois dire que les critiques faites à Poston à Kant me paraissent accessoires par rapport à son système, bien qu'il y ait des choses exactement dites, mais ce qui est essentiel, c'est véritablement ce fonctionnement de la société de la valeur, qui est différente des sociétés antérieures, et donc quel type de société peut apparaître comme une issue possible. Et ça reste un point obscur, comme chez Marx d'ailleurs, restait comme point obscur le système politique, à mon avis, le système politique qui va remplacer la domination,
la domination de classe, à quoi il est réduisé en fonction de l'État. Et il reste un point obscur. Là, c'est encore plus obscur parce que ce qui peut valoir comme une société d'issue va parvenir à une société antérieure, au rock. Alors, ça reste un problème. Et d'ailleurs, c'est notre problème à tous, on ne sait pas vers où on va. Donc, et on ne sait pas comment s'organise le système, étant donné que les solutions pour l'apporter au système sont en vérité des modes de fonctionnement du système. Donc ça, on est bien. Si vous avez des remarques ah oui, je voulais rajouter que, évidemment, très important chez Proust, et encore plus chez Proust-Connaît, l'analyse de l'antisémitisme. Ça, c'est très important. Très important. La fétichisation, c'est avec la fétichisation de la marchandise que s'explique, comme l'a montré le fait que même les mouvements qui sont anticapitalistes, eh bien, ils assument une dynamique et une fétichisation qui est celle du capitalisme. Donc, et ça se trouve ce point est analysé dans le petit volume qui a été publié au Congrès universitaire de France et qui s'appelle La critique du fétiche capital. Oui, alors des questions maintenant. On va prendre un quart d'heure de questions par plus. D'abord Stéphano et ensuite Gilles. Merci. Donc j'ai apprécié beaucoup cette présentation que je dirais parfaitement logique de ces théories de Proust et de Boston. Mais la question c'est si on trouve quelque chose qui est aussi trop logique dans cette théorie. Et donc, les capitales en tant que sujet autonome. Alors, la première question c'est quel est le rôle de la politique par rapport à cette puissance qui semble gouverner complètement notre société. Hein? Parce que si on pense à ce que tu as dit de la Russie, de la révolution et de l'interprétation que Proust en a donnée, on peut dire que l'interprétation d'une société qui est fondée sur la valeur mais sans marché, hein? Alors on peut dire, bien, donc, voilà bien qu'on peut, avec la politique, donner un nouveau encadrement à l'économie de la valeur. Hein? Donc, n'est pas écrit dans le destin que c'est la valeur qui domine notre société, la logique automatique de la valeur, mais il y a une possibilité aussi de se confronter avec cette logique avec une volonté consciente, peut-être pour faire des désastres, non? Mais en tout cas, on doit penser cette dialectique, à mon avis, entre ces mécanismes automates et les choix, les décisions conscientes, les actions politiques, etc., qui ne sont pas condamnées à être simplement dépassées par cet automatisme. Et je crois que dans cette vision, il y a aussi un certain héritage de l'école de Francfort. C'est banal parce que dans l'école de Francfort, on a dérivé les analyses de la valeur qui ont été faites par Backhaus, Reichelt et d'autres savants allemands qui vont un peu dans la direction pas trop loin de ce que vous avez dit, c'est la valeur en tant que sujet automatique, etc. Mais, donc, il y a une certaine origine francfortoise de cette réflexion. Mais, quel est le problème? Que dans l'école de Francfort, justement, ce qui n'a pas d'espace, c'est justement la politique. Parce que l'école de Francfort, c'est un pensée tout à fait loin de la politique, où il n'y a pas de place pour la politique, l'école de Francfort classique. Non? Et donc, pas Habermas. Non, Habermas c'est différent. Mais en quelque sens, on peut dire que lui aussi, il y a une appréciation limitée de la politique dans sa vérité. Mais c'est une autre question. Donc, nous sommes dans une ligne de pensée qui est tout à fait close à la
à la réflexion sur la politique, sur l'enjeu de la politique, à mon avis. Et c'est le problème de cette théorisation. Mais si on n'a pas le rôle de la politique, on peut aussi se demander quel est le rôle de la critique. C'est-à-dire, pourquoi donc faire une critique de ces mécanismes, non? Parce que, bien, ces mécanismes produisent aussi des désastres. Mais chaque forme de reproduction sociale, dans le passé, dans l'histoire humaine, a produit quelques améliorations pour la vie des hommes, mais aussi beaucoup de désastres, de violences, etc. Donc, ces mécanismes, on peut dire, oui, ça marche, non? Ça marche. Donc, s'il n'y a pas l'espace de la politique, s'il n'y a pas l'espace qui vous condamnez en tant que moralisant, non? La critique moralisante, qui à mon avis, c'est, au contraire, c'est l'important héritage des socialistes aussi pré-marxiens, etc., etc. Donc, mais s'il n'y a pas la politique, s'il n'y a pas la critique moralisante, pourquoi faire la critique? La critique, tu peux la faire seulement si tu as l'idée que ce système va conduire à l'apocalypse. Alors, bien, s'il y aurait la catastrophe totale, mais étant que cette thèse de la catastrophe totale est tout à fait discutable, parce que n'est pas une vérité mathématique, donc sur quelle base on fait la critique? Donc je crois que c'est en dernière instance des problèmes qui restent ouverts. Alors, je vais donc surtout de la nécessité du Marx dit ésotérique. Je vais donc surtout répondre en ce qui concerne Kurz. Donc d'ailleurs, il avait d'ailleurs fait un essai important dans les années 90 qui s'appelle La fin de la politique, et d'ailleurs que j'ai publié chez Alors effectivement, la critique de la valeur critique effectivement une des approches les plus répandues à gauche qui normalement oppose l'État au marché. Donc il y a fait que le marché, donc, qui identifie le capitalisme au marché. Donc, et qui veut mettre une digue, ou qui veut réguler, donc c'est l'anarchie du marché, comme décrivait les marxistes traditionnels, avec la politique identifiée avec la sphère de la décision de conscience. Alors pourquoi donc, surtout Kurz critique fortement cette approche? D'abord parce que historiquement, l'État a toujours été au service de l'accumulation. Donc l'accumulation, par exemple, en Angleterre, dans la période qu'analyse Marx sur le capital, n'aurait même pu être commencée si l'État était déjà là, par exemple, avec toutes ces lois contre le vagabondage. Et après, donc, plus un État, plus un pays est rentré tard dans la danse du capitalisme, et plus sa modernisation était en retard, plus fort a dû être le rôle de l'État, particulièrement pour mettre avec ses fruits tous les gens à travailler, comme par exemple dans l'Union soviétique de Staline. Donc, même arriver en retard au lieu de travail pouvait même impliquer la peine de mort. Donc si le capitalisme est une société surtout du travail, donc effectivement, c'était souvent le régime qui s'appelait plus ou moins communiste, donc c'est vraiment le régime qui imposait le rythme de travail à la société qui ne le connaissait pas, au moment pas avec le même rythme. Et donc, dans la modernité, l'État existe donc, à l'intérieur du système de la reproduction capitaliste de la société. Donc l'État n'est pas quelque chose d'extérieur. Et cela, on le voit très clairement dans une question, l'État n'a pratiquement aucun pouvoir autonome. Ce que fait l'État moderne, c'est d'administrer une partie de la ressource économique qu'il reçoit sous forme surtout d'impôts, de douanes, etc. Ça veut dire que l'État ne peut rien faire lorsqu'il n'a pas une base économique. Donc, c'est-à-dire que l'État dépend essentiellement de la bonne marche du capitalisme dans son propre pays. Si ce n'est pas le cas, l'État peut seulement recourir à la force brute, et donc justement, comme on démontrait les pays dans les pays communistes, la force brute ne marche pas à la longue. Donc l'État et le marché ne sont pas deux pôles équivalent. Donc il y a une infériorité structurelle d'ailleurs de l'État dans le système capitaliste. Donc l'État ne peut... Et c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui avec l'extrême volatilité du capital. Donc le capital peut se enfuir d'une seconde à l'autre du pays qui tente de prélever un peu plus que les autres. Donc
lorsque aujourd'hui tous les États, par exemple, courent derrière les annotations des agences de rating et d'autres, donc tout cela, ce n'est pas seulement dû à une espèce de conjuration, parce que souvent dans la lecture et dans l'altermondialisme, il y a une espèce de conjuration entre les hommes politiques corrompus et les grands chefs d'industrie et les économistes néolibéraux qui se sont mis d'accord pratiquement pour exploiter mieux le pauvre peuple. Alors c'est sûr qu'il peut aussi avoir existé ces accords illicites, mais ce n'est pas l'essentiel. Il est aujourd'hui vrai qu'à l'intérieur du cadre d'une société mondiale capitaliste, parce que chaque État qui ne respecte pas les règles du capital se trouve immédiatement pratiquement sans impôts et également avec une possibilité de compter sur les marchés nationaux. Parce que dans tout ce qui évoque la politique comme solution, on va toujours trouver que malheureusement, lorsque la gauche va au pouvoir, même la gauche radicale, ils font toujours le contraire de ce qu'ils promettent. Ils commencent toujours à promettre plus de justice sociale et finissent toujours par faire un néolibéralisme pire souvent que la droite. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce sont toujours des vendus, toujours des salauds. Est-ce qu'on peut toujours expliquer avec la corruption qui nie le fait de faire partie des élites? Alors là, on reste toujours dans une approche à la Roberto Michels, lorsqu'elle analysait la sociologie du parti politique. Ou est-ce qu'il faut dire que l'État a un rôle structurel à l'intérieur de la valorisation qui se dérobe totalement à toute volonté bonne ou mauvaise de ceux qui sont aux commandes? Donc l'État aujourd'hui apparaît largement comme une espèce de coquille vide qui ne peut pratiquement rien faire. Et donc ça veut dire qu'une idée de l'âge, évidemment, une agir consciente, une agir contre la dictature de l'économie est possible, nécessaire. Elle ne va pas passer par ce que traditionnellement nous appelons la politique. Donc elle va plutôt prendre la forme d'une résistance, par exemple, dans tous les cas où les raisons des êtres vivants sont écrasées par la logique de la rentabilité. Aussi, on peut aussi appeler cela politique, alors là, on va dans un sens très très large. Ou dans un sens très large, ou bien dans un sens plus véritable. C'est-à-dire que la politique, c'est pas seulement l'État. Et dans ce que vous venez de dire, d'une certaine manière. Pardon ? C'est ce que Marx a toujours dit. Oui. Non, mais dans ce que vous dites sur finalement, l'État n'est que l'instrument du type de domination anonyme qu'on connaît aujourd'hui. En fait, c'est du Marx. Pour Marx également, l'État, chaque fois, c'est pour ça que la dimension politique de son œuvre me semble, sauf que va avoir une position diminuée par rapport. L'État est considéré simplement comme l'instrument d'une domination économique. Et donc, la question de savoir si, c'est même pas la question d'une autre politique, c'est la question du politique en tant que tel. Et bien qu'on soit obligé de vous suivre quand vous dites qu'un pays, par exemple, qui ne suivra pas les injonctions ou les nécessités immanentes à l'économie, il est foutu. Oui, dans ce qui est l'argument, évidemment, pour les libéraux, pour dire que c'est la nature de l'économie. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est l'économie en tant que telle qui n'est pas du tout naturelle. Mais une fois qu'on est à l'intérieur de son système, on peut difficilement en changer une petite volée et pouvoir sauvegarder tout le reste. Mais après, la question, est-ce que cet apocalypse, si on veut dire, est-ce qu'il vaudra ou pas? Ce n'est pas la question. Elle est déjà là. Okay. Donc ce n'est pas un effondrement catastrophique d'un jour à l'autre. Mais nous vivons déjà un démantèlement complet de la modernité. Et il ne s'agit pas d'abolir l'argent, la marchandise, le travail. Ce n'est pas un programme utopique pour le futur, là, c'est le système même qui le fait. Il y a des moments de travail, il est chaque jour plus difficile de se reproduire à travers le travail. De l'argent, entre guillemets, véritable, c'est-à-dire en sens capitaliste, c'est-à-dire fruit d'une exploitation du travail vivant, l'argent véritable est toujours plus rare. Et donc on produit toujours moins de valeur, donc ça veut dire que ce n'est pas une question est-ce qu'on va sortir du système ou est-ce que nous voulons sortir du système. La question est seulement le système se autodétruit, mais est-ce que cela va finir par une catastrophe avec le monde entier ou est-ce qu'il y a une sortie vers la construction d'une autre société? Il y a une dimension catastrophique qui est écologique, ça le souligne. Et donc là, c'est une limite absolue. C'est-à-dire que le système de croissance
et de surexploitation ne peut pas aller indéfiniment. Et juste, par exemple, toutes les luttes écologiques en France contre l'aéroport de Notre-Dame-de-Londres, contre le barrage de Skip, etc., ce sont des formes, je dirais, politiques, évidemment, au sens large, surtout parce que ce qui est vraiment, je trouve, intéressant, ce n'est pas la question d'un barrage plus ou moins marqué. Et je pense là, on prend conscience que c'est toute la ligne de développement qui est complètement fausse. J'étais à Toulouse là, hier encore.